toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec un café parce que je voulais te parler d'un des derniers jeux que j'ai reçu qui est le El Goliath Tarot Deck, qui est un jeu qui me va droit au cœur et je voulais te montrer un peu toutes les cartes de ce jeu-là. Donc en fait, le El Goliath Tarot Deck, c'est un jeu qui me faisait envie depuis vraiment fort longtemps. En fait, je sais pas si tu connais un petit peu mon parcours, mais moi, mon introduction vraiment au monde du tarot, le moment où j'ai vraiment commencé à étudier en profondeur le tarot, ça s'est fait avec le Wild and Noun Tarot. Et ensuite, j'ai élargi, donc j'ai bien sûr connu le tarot de Marseille classique, le Rider-Waite classique. J'ai vraiment poussé loin l'étude de ces jeux de référence. Et après, je m'étais demandé comment élargir avec d'autres points de vue, d'autres auteurs. Et je m'étais à ce moment-là interrogée sur les jeux à acheter, notamment le Nicoletta Ciccioli, etc. Et j'étais tombée sur le El Goliath Tarot qui me faisait déjà très envie à l'époque. J'en avais déjà vu des illustrations à l'époque. Et, euh, et vraiment, je bavais devant. Je trouvais ça magnifique et merveilleux. Et en fait, je ne l'ai pas acheté tout simplement pour une question de prix parce que je sais pas combien il était à l'époque. Il devait être entre 60 et 70 euros. Et j'ai pas fait cette acquisition-là. Faut savoir que les jeux de tarot, il y a une gamme de prix qui est extrêmement large, qui va d'environ 14 euros jusqu'à 200 et des poussières. Donc c'était une gamme assez large et c'était au-delà de ce que j'avais envie de mettre comme argent à ce moment-là dans un tarot. Les années ont passé, j'ai fait l'acquisition de bien d'autres jeux de tarot, mais c'est resté dans mon cœur et c'est resté encore plus de mon cœur à partir du moment où j'ai découvert la chaîne YouTube de El Goliath, qui est, attends, je te montre sa tête, on la voit juste ici, c'est Mr. El Goliath qui est australien. Et en fait, il a donc dans sa chaîne YouTube, explique un peu sa démarche. Il montre beaucoup plus les illustrations et notamment, alors c'est que en anglais. Hein, là, je m'adresse vraiment aux anglophones. Il va décortiquer chacune l'une après l'autre des 78 cartes de tarot. Il m'a d'ailleurs vachement inspirée et poussée quelque part à faire ma propre série que j'ai commencé d'analyse des 78 cartes de tarot. Alors, je fais pas du tout de la même façon que lui. Moi, j'ai un savoir qui est plutôt, enfin, je vous livre plutôt les savoirs encyclopédiques que j'ai des cartes. Et lui, il va plutôt faire de la canalisation à partir des cartes qui sont dessinées. Donc, c'est plus des messages quelque part qu'il offre, des perspectives sur la vie, sa propre philosophie de vie. Donc, c'est pas du tout le boulot que moi je fais quand je vous livre mon savoir sur les cartes de tarot. Mais bref, je me suis vraiment laissée embringuer dans son univers, chose que je n'avais pas fait juste avant, juste en regardant uniquement les illustrations en fait du jeu. Et ça m'a donné encore plus envie. Du coup, j'ai suivi le travail qu'il a fait sur la deuxième édition. Et quand il a lancé cette deuxième édition, mais juste, je n'ai pas réfléchi. J'ai acheté avec les frais de port et tout. Ça m'a coûté quand même vachement plus que 60 euros au final. Mais carrément là, étant donné que depuis, je m'étais vraiment professionnalisée dans le monde du tarot, etc. Euh, J'avais envie aussi de me faire ce plaisir à moi. Et donc voici. Donc là, c'est le couvercle, l'intérieur du couvercle, qui est juste magnifique. Tiens, je te montre comment ça se présente, le truc. Hop, l'intérieur de la boîte est comme ça. Hop, et du coup, tu as le livret qui est là. Alors, le livret est une petite merveille. Alors, le livret de la première édition était beaucoup plus petit et il y a eu des demandes d'élargir le livret parce que c'était quasiment illisible. Déjà là, c'est écrit et vraiment en tout petit, comme tu peux le voir. Ça, c'est la carte de l'empereur. Donc, il y a une page bien fournie pour chaque carte, mais c'est vraiment très fourni. Et en plus, ce qui m'a beaucoup plu au tout départ, c'est qu'il y a quand même une belle introduction au travail de l'ombre, à sa perception du travail de l'ombre, à comment lui il travaille, la création du jeu, les tirages qu'il propose. J'ai beaucoup aimé la page de tirage qu'il propose. C'est assez succinct comme explication, mais c'est super parlant parce qu'il reprend ses illustrations. Bref, j'aime beaucoup le livret qui va avec. J'avoue que j'ai pas encore tout lu. Je me laisse le temps d'apprivoiser le truc aussi. Et puis pour le L, et il y a deux petits tas de cartes en fait qu'on doit sortir à chaque fois. Alors ce qu'il faut savoir aussi, ce que je voulais te dire, mais tu vas le voir quand je vais te montrer les cartes, c'est qu'il a créé un jeu de tarot complet. C'est ça.
Et à côté, il y a des cartes d'oracle en plus. Quelques cartes d'oracle qui sont vraiment à mêler au jeu de tarot. Le tirage se fait dans son ensemble normalement. Enfin, après, tu fais comme tu veux, bien sûr. Euh, mais les cartes d'oracle sont assez sympas. J'avais pas suivi ce truc qu'il avait fait des cartes d'oracle en plus. En fait, ce que tu vois ici, c'est une des cartes d'oracle notamment. Mais bref, ça m'avait bien. Enfin, j'aime bien ce petit supplément. Alors, ce que dit aussi El Golayes dans ses vidéos, c'est que lui, il fait vraiment un travail vraiment sur papier. En fait, c'est lui qui crée tout avec ses feutres, ses encres et ses crayons. Il n'a pas fait le boulot de faire un travail en couleur parce que ça représentait beaucoup de boulot en plus. Mais il y a vraiment, les illustrations sont archi léchées en fait. On voit qu'il est effectivement que c'est un mec qui est clairvoyant, qui est médium, qui livre, enfin qui canalise pas mal quand il fait ses propres tirages de tarot, mais qui en plus met une fibre artistique vraiment très présente et qu'il aime en fait. On voit qu'il aime travailler la plasticité des choses là, pas la plasticité, les arts plastiques. Attends, qu'est-ce que je voulais encore te dire au sujet de ce jeu? Non, je crois que j'ai fait le tour en fait. Je vais prendre une gorgée de café et je te montre toutes les cartes les unes après les autres. Alors, je ne veux pas forcément toutes les commenter. Ah oui, si, ce que je voulais te dire en plus, c'est que, en fait, ce jeu, quand je l'ai ouvert, mis à part les cartes d'oracle, auxquelles honnêtement je m'attendais pas, enfin comme je t'ai dit, j'avais loupé un peu cette info, mais le jeu n'a pas été une grosse surprise pour moi, parce qu'en fait j'ai fait tout ce parcours de connaissance de l'univers El Golayas, j'ai beaucoup suivi en fait en tant qu'artiste, et du coup les cartes, enfin peu d'entre elles ont été une surprise, parce qu'en fait je les connaissais déjà, et du coup j'ouvre le truc et c'est du genre, ah je l'ai enfin, mais c'est pas du tout le truc du, oh mon dieu, mais quelle découverte en fait. J'ai pas ouvert le coffre-fort fermé depuis si longtemps. C'est vraiment plus, ça a été plus fluide que ça, étant donné que je connaissais déjà les illustrations. Je te montre. Ah non, non, on n'y va pas encore tout de suite. Qualité des cartes. J'adore le côté noir mat. J'adore vraiment la qualité des cartes en elles-mêmes. Attends, je te montre la taille par rapport à mon visage, par rapport à ma main. Et elles sont bien épaisses. Il n'y a pas de souci avec ça. Si je dois relever un petit souci, mais c'est un souci que j'ai avec d'autres jeux de tarot, notamment le Brady Tarot, notamment l'oracle des Sweet Ladies de Celia Melesville, notamment le Wild Unknown, elles glissent assez mal les unes avec les autres. Faut vraiment faire la démarche de séparer les cartes les unes des autres. C'est pas très fluide, c'est pas très glissant comme truc. Mais voilà. Après, une fois qu'on le sait, c'est bon. On peut quand même tirer avec. Mais du coup, pour ceux qui font des tirages avec, je n'étale pas avec ce jeu-là. Je prends vraiment, je fais ma pile, je coupe et je tire à partir de la première carte, etc. Donc, le fou qui vient de sauter de sa falaise. Chaque carte est aussi sous-titrée, là c'est Eternal Vagabond, le vagabond éternel. Une petite souris qui vient de sauter, la grande prêtresse qui est un chat égyptien, c'est vraiment basse-tête pour moi. Le magicien, qui est vraiment chaman, qui est vraiment créateur, qui est vraiment celui qui perce les secrets. L'impératrice, protectrice, enceinte. J'aime ce décalage avec ce truc de ce pan qui représente pour moi Héra, qui est enceinte, alors qu'un pan ne peut pas être enceinte, ça pond des œufs. J'aime ce truc protégé, très maternel. Euh, et tu vois, j'ai du mal un peu à décoller les cartes les unes des autres. L'empereur qui veille, qui est protecteur, qui pose les limites. Le pape. Alors, la vidéo du pape de El Golayes, elle est hyper longue. Franchement, il y a un souci avec la structure, l'ordre imposé, le maître dévoyé, etc. Très présent et qu'on sent ici. Hein, je veux dire, c'est une image d'un vautour qui a l'air retourné en plus là. Je pense que c'est un vautour de dos qui détient toutes les clés, toutes les religions, tout ce qui peut être pesant également. Je trouve que c'est une vision assez négative du pape. Bon, après, vous avez vu peut-être dans ma vidéo du pape, la vision du Marie El Tarot qui, pour le coup, est encore plus négative que celle-là. Les amants, avec les flamants roses fidèles, le chariot,
qui est tombé dans un tirage ce matin. C'était juste à tomber par terre avec cette vision très solaire et d'avancer quoi qu'il en coûte, même si ça doit nous coûter la mort des fois. La justice. Alors, les amoureux de Tarot de Marseille seront contents de retrouver la justice en numéro 8 et la force en numéro 11. Un tatou pour l'ermite tout recroquevillé dans sa petite carapace. La roue de fortune, qui est vraiment pour moi juste une espèce d'empreinte chamanique pleine de plumes, avec toutes les plumes des différents animaux, enfin je dis animaux parce que, enfin pas plumes, il y a des ailes aussi, notamment de papillons qu'on retrouve dans le jeu, des cristaux aussi. Euh, la force, qui est, je pense, une des images les plus connues de ce jeu, parce qu'on la retrouve ici sur le livret, sur l'ancien livret, elle y était aussi, mais elle est vraiment pas mal. Cette sérénité face au lion rugissant. Le pendu, qui est un singe sage, une espèce de Wistiti, qui voit les choses de façon inversée. La mort, avec le papillon de nuit. Tempérance, dans l'élément eau. Le yin et le yang au milieu de la fleur de nénuphar. C'est trop joli. Une des cartes qui me saisit le plus, le diable avec le serpent, le bouc, le sang, le côté jouissif aussi, le côté méchant aussi. Elle est forte cette image. Elle ressemble un petit peu à celle du Wild Unknown pour moi. La tour avec la catastrophe. C'est vraiment une carte catastrophique. J'ai peu d'images de la tour qui me saisissent autant. L'étoile, qui est en fait un tronc coupé. La lune. Le soleil. Le soleil. Alors pour moi, cette carte me fait vraiment penser au dessin animé Frères des ours de Walt Disney. Je sais pas ce que t'en penses. Avec un ours protecteur, peut-être plus pâteau, et un ours plus jeune et plus malin. Enfin, je retrouve vraiment ça, et cette idée de fraternité en fait, et d'enfance et de jeu. Le jugement. C'est vraiment, il y a un truc de vous serez punis pour vos actions, pour avoir fait fondre les glaces, pour avoir fait mourir les ours polaires. Après, ça peut vouloir dire autre chose, hein. Ça peut être juste le rugissement, parce qu'on entend le son qu'il y a dans le jugement, qui normalement est avec des trompettes et tout. Mais elle est forte cette carte aussi. Il y a beaucoup de cartes qui sont fortes, hein. J'ai fait pas mal de tirages avec ce tarot qui pouvait être extrêmement dérangeant, parce que du coup on entre dans une autre perspective un petit peu du jeu de tarot. Mais ouais, souvent c'est saisissant ce que j'ai eu comme résultat ou comme réponse. C'est un peu scotchant. Et ça, c'est la carte du monde. Je voulais aussi te dire, parce que c'est une question que j'ai eue, parce que j'ai mis des photos de ce jeu sur Instagram, ça convient à la fois aux très débutants, parce que ça reprend pas mal les archétypes du Rider-Waite-Smith classique. Et ça convient aussi pour des gens qui sont vraiment confirmés, enfin je veux dire comme je me considère être assez confirmée dans le monde du tarot, et ça me scotche encore complètement quoi. Il y a encore des cartes qui me prennent complètement au dépourvu, qui vont résonner à fond l'intuition. En fait, je trouve que Helgolaes, il est très intuitif, il est effectivement chaman, enfin pas chaman pardon, il est effectivement médium. Il est clairvoyant, il parle beaucoup de sa clairvoyance et il donne des messages de clairvoyance, et effectivement, ces vidéos touchent parfois au cœur. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu de sa magie et de sa propre clairvoyance qui est instillée là dans le jeu. Et quand je tire avec ce jeu, c'est un petit peu comme si j'avais les perceptions de Helgolaes lui-même sur les situations. C'est très particulier. C'est la première fois que ça me fait ça avec un jeu, d'avoir l'impression de m'imprégner du don de quelqu'un d'autre, d'un don que je n'ai pas forcément ou pas forcément exploité de cette façon-là. Euh, et du coup, ça amplifie le truc, je trouve. Bref, les coupes. J'ai repris l'ordre simplement qui est donné dans le livret, pour vous donner les arcanes mineures. L'as de coupe. C'est les seules mains un peu humaines qu'on a dans le jeu. Je J'ai pas encore trop décortiqué cette carte. Il y a une forme d'avidité là-dedans quand même. Je prends une gorgée de thé.
Ça s'impose, vu que c'est une coupe. Je te montre le 2 de coupe. Là aussi, normalement, c'est une carte, normalement. Dans les jeux de tarot classiques, c'est plutôt une carte de collaboration, de partenariat, d'amitié et d'amour. Et là, on en est limite au stade de la lutte et de la prise de bec, littéralement. Le 3 de coupe, là aussi, qui est plutôt vu en négatif, alors que c'est plutôt une carte normalement d'amitié, de bavardage, de réunion. Là, il y a une tonalité quand même assez sombre là-dessus. Le 4 de coupe. Je traînasse sur mes bouquins. Là, par contre, je sens bien le retrait, l'envie d'être à part, l'envie d'être dans son propre monde émotionnel et intuitif sans forcément s'ouvrir aux autres. Le 5 de coupe, donc carte de tristesse, de déception, de voir le verre à moitié vide, et on est bien là-dedans, qui est avec cette terre très sèche en fait par rapport au monde des coupes, qui est plutôt un monde d'eau. Et le 6 de coupe, qui est le mariage des hippopotames. On fait un petit clin d'œil à Madagascar, au passage, le film. J'aime beaucoup, c'est vraiment très joyeux, très pépère, très ploum ploum ploum. On est content, on est en famille. Le 7 de coupe qui est pour moi à la fois négatif dans le sens où effectivement ça représente la tentation, la dispersion, etc. Et en même temps assez positif dans le sens où eh ben, on lève son verre, quoi. Il y a quelque chose du style célébrer la joie de la vie dans cette carte, je trouve. Et la pluralité et la diversité. Le 8 de coupe, qui, j'adore. J'adore. Style, ça nous convient plus et on va voir ailleurs. Pour moi, c'est vraiment la carte de va chercher bonheur ailleurs, tu vois. Mais, parce qu'il faut, enfin, c'est le moment 2, en fait. Le 9 de coupe, qui est vraiment une carte d'abondance, de félicité, on a tout ce qu'on veut, dans l'eau. Et le 10 de coupe, qui est vraiment le bonheur et la félicité spirituelle. Elle est belle, hein? Les personnages de la cour, page de coupe, avec toute sa sensibilité florale. Le chevalier de coupe, qui est le côté plus artiste et collaboratif. Aller hurler avec les loups. Et hurler aux ancêtres. Enfin, ouais, je trouve qu'on voit vraiment la collaboration avec un monde ancestral. La reine de coupe qui elle aussi est très tournée vers la voûte céleste. Et le roi de coupe, clairvoyant. Les deniers. As de denier. On voit aussi cette image un peu d'avidité, de rapacité, je trouve. Le 2 de denier, de savoir trouver son équilibre entre ce qui est empoisonné et ce qui n'est pas, enfin voilà, on retrouve le signe de l'infini, la sécheresse aussi, parce que il y a quelque chose peut-être d'un choix qui est aussi difficile à faire ou d'un équilibre qui est difficile à trouver. Le 3 de denier, là pour le coup, enfin, j'ai l'impression qu'on pénètre dans un ordre secret, tu vois, il y a un truc d'un peu d'initiation à passer, qui est très sympa. Enfin, je la trouve très sympa. Le 4 de denier, qui est une carte de préservation, de garder ce qu'on a. C'est un peu une carte de territoire, là, pour le coup, je trouve. Le 5 de denier, qui est une carte de pauvreté, de maladie, de manque. Et effectivement, là, c'est les 2 chevaux qui arrivent au bout du bout et qui sont encerclés de corbeaux qui sont prêts à consommer les restes, hein, vraiment. Et les pieds dans la neige comme la vraie carte du Rider-Waite-Smith. Le 6 de denier, le don, l'équilibre, la générosité, la solidité. Le 7 de denier, je sais pas, j'ai une idée il n'y a plus qu'à se servir, tu vois. Et de profit un peu, et en même temps, c'est une image qui est un peu effrayante. Il y a beaucoup de plantes carnivores dentues, hein, quand même, là. Le 9 de denier, une carte d'abondance, de richesse, de tranquillité.
Et le 10 de denier, une carte de richesse, avec les 10 perles de l'huître qui forment l'arbre de vie de la Kabbale. Les personnages de la cour avec le page de denier, rusé comme un renard et attentif comme un renard surtout. Le chevalier de denier, bah et alors? Elle s'était planquée. 8 de denier, qui n'a rien à voir avec les personnages de la cour, mais 8 de denier quand même. Elle s'est planquée. Je pense que quand j'ai trié le jeu, là j'ai eu, enfin voilà, c'est typiquement ça ce qui se passe avec ce jeu. Les cartes restent facilement collées un peu les unes aux autres. Donc je pense que l'erreur vient de là. Mais le 8 de denier, c'est vraiment une carte de travail et de récolter les fruits de son travail. Il y a cette énorme araignée qui va pouvoir bouffer le papillon qu'elle a mis en réserve. C'est à la fois la règle est normale et bénéfique. C'est à la fois hyper cruel et dérangeant. Je continue avec les personnages de la cour. Reine de denier. C'est vraiment la reine opulente, je trouve. Et le roi de denier, qui est opulent lui aussi, mais je trouve qu'il y a plus un truc dirigé, tu vois, très décisif dans cette énergie-là. Les bâtons. L'as de bâton. Tentaculaire. Le 2 de bâton, qui est vraiment avoir de grandes idées, être frappé par la foudre, pouvoir se relier à quelque chose de divin en fait par le biais de cette énergie divine qui vient nous remplir par nos cornes. Le 3 de bâton, avoir une vision claire du futur et de ce qu'on veut, de ce qu'on attend, de ce qu'on projette et peut-être y insuffler de la magie. Le 4 de bâton. Là aussi, enfin, ça me rappelle pas mal le monde de Nemo, en fait, avec toutes ces tortues qui nagent ensemble et qui font un peu la fête. Et on a une espèce de tortue lumineuse et céleste qui est plutôt à l'aise dans son élément, en fait. Il y a l'impression d'être transporté par quelque chose de plus grand que nous, là, de suivre un courant marin. Le 5 de bâton, qui s'y frotte, s'y pique. Le 6 de bâton, qui est vraiment une carte de fructification, d'abondance et de réussite. Et de servir sa reine aussi. J'aime bien la grande abeille du vent. Le 7 de bâton, qui est le fait de... C'est là aussi du travail, c'est du... Alors, souvent dans les sets de bâton, c'est plus le fait de s'opposer à quelque chose, de tenir bon face à quelque chose qui pourrait potentiellement nous agresser ou être contre nous. Là, c'est plus résister peut-être plus à l'épreuve du temps ou au dur labeur ou à faire l'effort de s'investir et l'effort de construire. J'ai été aussi un peu désarçonnée par cette image, parce que normalement, c'est les castors qui sont des grands constructeurs, et là, visiblement, il s'agit d'une loutre. Je ne crois pas que les loutres soient des constructrices, je crois qu'elles font des terriers sur les bords des rivières. Donc c'est comme si elle n'était pas tout à fait dans son élément, en fait, mais qu'elle s'y met quand même. Faudrait que... tu sais quoi? La honte sur moi! J'ai même pas lu ce qui parle du set de bâtons dans le livret. Je vais m'y mettre. Le 8 de bâton, comme une action dirigée, volontaire, ordonnée, peut-être pas trop sur cette carte, mais y aller. Le 9 de bâton, avec ce besoin de protection, ce potentiel danger, puis en même temps, enfin, il y a une belle éclaircie quand même qui est là. Le 10 de bâton, qui est une carte effectivement de surcharge, de porter son lot de problèmes et son lot d'épines. Le page de bâton. Il a l'air bien décidé, le petit pigeon, hein. Le chevalier de bâton, qui lui aussi me semble particulièrement décidé, sûr de lui, accompagné. Et il n'y a pas ce potentiel de violence et de destruction que je retrouve souvent dans les chevaliers de bâton.
La reine de bâton, qui pour moi est pour le coup très... Elle a une vision décalée des choses et elle est remplie de passion et d'envie et de connexion en fait à quelque chose de céleste. Et le roi de bâton. Et enfin, les épées. As d'épée. Le 2 d'épée que... Alors au début, ça m'a pas mal désarçonné. J'ai trouvé ça particulièrement cruel, en fait, d'avoir des bougies à la place des yeux. Parce qu'effectivement, souvent, on a un personnage aveuglé sur les cartes de 2 d'épée. Mais la plupart du temps, c'est un bandeau, ce qui est quand même vachement plus sympathique. Et le fait d'avoir du mal à faire un choix, de se retrouver un peu dans une impasse. Elle est jamais encore sortie pour moi dans un tirage, mais je suis assez curieuse du choc qu'elle pourrait produire, en fait. De à quel endroit je suis aveugle, à quel endroit j'ai besoin de faire un choix décisif, à quel endroit je me triture l'esprit sans rien voir, en fait. Le 3 d'épée, qui est vraiment le cœur brisé. L'arbre coupé, des pointes partout, le cœur qui a été mis sous cloche et qui en plus est transpercé. Elle est particulièrement cruelle. Je trouve que ça va assez loin dans la cruauté du jeu pour les cartes qui sont à potentiel négatif en fait. Le 4 d'épée, je le trouve aussi assez dur dans la mesure où d'habitude c'est un mec qui est couché et qui attend, il est dans une position de repos. Là, ça donne une image pour moi d'un lapin qui est relativement terrorisé ou tétanisé. Je trouve qu'il y a une idée d'un peu prise au piège, même si c'est doux peut-être, il y a beaucoup de blancheur, les épées sont blanches, il y a des roses partout, mais j'ai- j'ai une image un peu de terreur et d'être immobilisée en fait. Le 5 d'épée. David contre Goliath un petit peu. Le 6 d'épée, qui est une carte de départ ou d'échapper à un certain destin et d'aller tenter son va-tout ailleurs. Le 7 d'épée, qui est une carte de profit, de vol. Le 8 d'épée, qui est le fait de se sentir peut-être pris au piège. C'est un ours qui plonge en fait, et j'arrive pas à décider si c'est un ours blanc ou un ours, je vais dire marron, un ours brun. Euh, mais en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui fonce vers nous en fait, qui nous prend au piège. Pour une fois, on s'identifie pas à l'animal, on est plus pris par l'animal en fait. Le 9 d'épée, qui est vraiment très écrasante. Alors, d'habitude, c'est une carte écrasante, hein. Mais là, pour le coup, avoir la muraille d'eau qui se jette sur nous à l'arrière et puis les 9 épées au-dessus, c'est vraiment d'être assez pris dans nos propres prises de tête, effectivement. Après, c'est une tortue, hein. Elle va s'en sortir dans l'eau. Et le 10 d'épée, qui est une des cartes les plus noires du jeu, qui est vraiment synonyme de mort et de renouveau, mais pour le coup, on est vraiment sur la phase mort, victime, etc. Drame. Le page d'épée. Le chevalier d'épée. C'est le cobra face à une armée de suricates. Les cobras et les suricates sont des ennemis naturels, mais d'habitude, les suricates, elles arrivent assez facilement à se débarrasser des cobras, hein. C'est des ennemis naturels des cobras. Là, elles sont un petit peu impressionnées. Il est arrivé à leur faire voir, à les convaincre visiblement que c'était lui le chef. La reine d'épée et le roi d'épée, qui est prêt à faire ce qu'il faut pour survivre. Donc voilà les images du jeu de tarot. Alors comme tu peux le voir effectivement, là surtout sur les dernières images, j'ai l'impression qu'on termine pas vraiment sur une note positive parce que comme je te l'ai dit, les cartes qui doivent être un peu cruelles ou un peu sombres sont facilement très cruelles et très sombres. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment l'intention de l'auteur aussi de faire un jeu qui soit sans concession en fait. Les cartes qui sont positives sont vraiment très positives. Je fais un retour sur le 10 de coupe là qui est une des cartes pour moi les plus heureuses du jeu. Mais là, enfin, ça nous emporte vraiment dans ce monde très onirique et très beau et tranquille
des baleines, enfin des orques qui nagent en liberté dans les nuages. Je te montre les cartes d'oracle. Alors, The Caution. Faire attention. Être attentif. Hein? Elle complète bien, en fait, je trouve. J'arrive pas à lire ce nom, en fait. Je ne le connais pas et je ne sais pas comment il se prononce. Je te le dis comme je le pense. The Ojibwe Catcher. Et je pense que c'est le nom autochtone pour dire attrapeur de rêve. Parce que le sous-titrage, c'est juste Shadow Dream Catcher. Donc, pas le piège à rêve, enfin l'attrape-rêve, mais là, l'attrape ombre. Il y a l'expansion avec une mue de serpent. De savoir aller au-delà de ses propres limites. The Sacred Heart, le cœur sacré. Et c'est sous-titré quoi ça? The Heart and Soul of Goliath. Oh donc nous avons le cœur de Goliath ici. The Karmic Release, le soulagement ou la libération karmique. Dire ce qui va pas, rendre au ciel ce qui doit être rendu au ciel. Nature. The Sacred Fire, avec des bois d'élan, des vieux bois d'élan, qui là aussi sont rendus à la terre et au ciel. The Karmic Soul Tribe, The Family. C'est vraiment une image de famille, de réunion, de veiller les uns sur les autres. Elle est connue aussi cette image, je crois. Elle est souvent reprise, je l'ai vue pas mal. Alors, The Hidden Inner Strength, la force intérieure cachée. Et on voit l'ombre du chat qui est un lion rugissant, une lionne rugissante. Masks, les masques. Le loup déguisé en agneau. The Shadow Self, notre nous ombre. Notre ombre. Il y a une carte nue. On dirait un arbre. Un arbre totem. The Shaman. Je trouve qu'elle se rapporte, elle ressemble vraiment à la carte du magicien, celle-là. Attends, faut que je te trouve la carte du magicien. C'est à la même énergie en fait, la même énergie chamanique. The Starseed, la poussière d'étoile. Celle-là aussi, je trouve qu'elles se correspondent en fait. Et The Sage, la sauge, qui est en train, enfin elle s'est éteinte pour le coup, mais c'était en train de brûler au début derrière moi. Et il y a deux cartes qui vont être super pratiques. En tout cas, si tu tires le pendule, ça va bien te plaire. C'est ces deux cartes-là. Yes and no. Ou alors juste se faire un mélange à deux et puis savoir. C'est bien des fois d'avoir juste des réponses hyper claires en oui ou non. Hein, ça nous arrange bien. Donc ça, c'est en plus. C'est pas forcément à mélanger avec le reste du jeu parce qu'il y a il y a des positions de cartes quand on fait un tirage qui veulent rien dire si on répond par oui ou non. Mais voilà, je t'ai montré toutes les cartes. Je vais ranger à nouveau mon jeu. Je vais remélanger mon jeu parce que je l'utilise beaucoup ces temps-ci. C'est un vrai coup de cœur passé et de l'avoir reçu, ça nourrit encore ce coup de cœur chez moi. C'est vraiment un jeu de référence pour moi, vraiment. Vraiment, c'est un jeu de cœur. Donc voilà ce que je voulais t'en dire et j'espère que tu vas bien. Si tu veux en savoir plus sur moi, il y a toutes les références qui sont en barre d'infos. De toute façon, j'ai pas envie de t'en dire beaucoup plus. J'ai pas envie de faire ma promo là. C'est bon. Si tu veux en savoir plus, tu sais où chercher. Et je te dis à très très vite. Salut.